Le dépistage du cancer du sein, c'est bien sûr un sujet d'actualité, un sujet hautement polémique qui a fait beaucoup parler, couler beaucoup d'encre, pour laquelle il y a eu une concertation citoyenne, un sujet qui est quand même au cœur de nos préoccupations en médecine générale et pour lequel nous avons une opportunité de pouvoir faire changer les choses et modifier les recommandations sur le dépistage. Donc j'imagine que vous avez des questions, on a prévu du temps pour ça et pour pouvoir échanger avec vous. Oui, bonjour, Olivier Rozan, médecin généraliste. Je vais vous dire qu'on est ici dans l'Hérault et on est un département assez exceptionnel parce que nous, on est meilleur qu'ailleurs partout. On fait le dépistage organisé à partir de 40 ans. On commence à 40 ans et pour faire ça, on envoie des mains mobiles dans les villages avec un message dessus, un petit mensonge dessus, puisque dessus on marque dès 40 ans. Nous avons tout à y gagner, toutes, hein, c'est bien écrit toutes, il n'y a pas de surdiagnostic, nous on est bien meilleurs qu'ailleurs, donc ce serait intéressant de participer à votre évaluation. Bien volontiers. Effectivement, dans le bras standard, les femmes auraient des mammographies dès 40 ans dans votre département, puisque c'est le standard local, il n'y a pas de problème. Donc, bonjour, Yves-Marie Vincent, je suis chef de clinique à Bordeaux. Alors déjà, merci pour la clarté de votre exposé. Effectivement, c'est déjà mieux de commencer à cerner un peu plus le profil des patientes avant de leur proposer le dépistage. Maintenant, moi, j'aurais plusieurs critiques à formuler. Déjà, effectivement, vous parliez de la concertation citoyenne qui a eu lieu concernant ce dépistage, qui avait abouti, comme conclusion, à proposer la décision médicale partagée autour de ce dépistage. Or, cette méthode n'est pas la décision médicale partagée, puisqu'effectivement, l'information qui est apportée est uniquement sur le risque des patientes par rapport au cancer, mais à aucun moment, visiblement, vous ne parlez du surdiagnostic et des risques qu'elles encourent. Par exemple, on a tous eu en cabinet la femme qui a été dépistée, qui va devoir être biopsiée, qui va stresser tout ce temps-là, qui va peut-être parfois même être mise sous antidépresseurs, ça peut arriver. Donc, tous ces éléments-là ne sont pas portés à la connaissance du patient. Comment vous savez ça? Non, j'ai jamais dit qu'on n'informait pas les femmes là-dessus. C'est juste que j'avais pas 3 heures pour parler. Et en fait, l'étude, elle ne vise pas à délivrer l'information des femmes sur le dépistage tel qu'il est actuellement. Mais par contre, bien évidemment, il sera nécessaire, et c'est prévu dans les formulaires d'information, etc., que les femmes aient des infos très claires sur les bénéfices et les risques qu'elles ont potentiellement dans les 2 bras. Donc je ne peux pas vous montrer tous les détails, mais c'est évident qu'il faut absolument faire ça. Et que quand on informera les femmes sur cette étude, on doit les informer sur le bénéfice-risque du dépistage tel qu'il est actuellement, mais le bénéfice-risque du dépistage tel qu'il pourrait être dans le bras stratifié. Donc effectivement, il peut y avoir un sur-risque pour certaines femmes, il peut y avoir un sous-risque d'autres choses, et il y aura une information à délivrer assez extensive là-dessus, absolument. Et du coup, est-ce qu'une fois l'information remise, en fonction de la catégorie, elles gardent le choix ou pas de participer au dépistage ? En fait, ce qu'on leur demande, c'est pas de participer au dépistage organisé tel qu'il est actuellement ou pas. Là, on leur demande de participer à une étude de recherche. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, c'est l'information que vous devez délivrer tous les jours. C'est aujourd'hui, le dépistage tel qu'il est a des avantages et des inconvénients, etc. Et donc, l'information quant à cette étude, c'est on pense que ça serait potentiellement mieux dans le futur de dépister selon le risque. Est-ce que vous souhaitez participer à une étude qui va comparer le dépistage tel qu'il est actuellement à un dépistage selon le risque? Et si jamais vous êtes dans le bras dépistage selon le risque, vous avez un risque très faible, mais on l'a calculé, etc., de ne pas avoir de mammographie pendant les 4 prochaines années. Je ne vous ai pas dit non plus, il y a une mammographie au bout de 4 ans, donc ce n'est pas 0 mammographie, c'est une mammo tous les 4 ans en fait. Vous avez tel risque de biopsie en plus qu'on n'aurait pas fait si on fait plus de mammographie pour vous, etc. Donc il y aura une information qui sera inhérente, mais on est dans le cadre d'un protocole de recherche. Donc c'est distinct de l'information qu'on doit délivrer actuellement sur le dépistage tel qu'il est. Donc il y aura l'info qu'on doit délivrer actuellement d'abord, et ensuite, est-ce que vous souhaitez participer à une étude? Mais quand on participe à l'étude, par contre, effectivement, on est tiré au sort. C'est-à-dire, on ne peut pas choisir d'être dans un bras ou dans l'autre. C'est une étude randomisée. En fait, on peut avancer en médecine, malheureusement, qu'en faisant des études randomisées, parce qu'on voit bien que sinon, on a des biais absolument énormes. Après, la compliance dans les bras peut être un peu différente selon les cas. Donc on essaiera d'avoir la meilleure compliance possible à ce qui est proposé, mais ça sera une information en soi, de voir que peut-être on propose quelque chose et les personnes ne suivent pas ce qu'on avait dit au départ pour différentes raisons. Mais si on veut avancer, on est obligé de démontrer qu'un dépistage stratifié sur le risque fait mieux que ce qu'on fait actuellement. C'est là, en fait, j'aurais peut-être dû vous montrer plus de chiffres aussi.
Dans ce cas-là, il y a un certain nombre de femmes de plus de 50 ans qui n'auront plus de mammographie avant 4 ans. Il y a à peu près 25 à 30% des femmes qui avaient des mammos d'habitude qui n'en auront pas pendant les 4 années à venir. Par contre, il va y avoir 25 à 30% des femmes qui avaient des mammos tous les 2 ans à qui on proposera d'en faire tous les ans. Donc l'idée, c'est de dépister plus les personnes qui sont plus à risque d'avoir un cancer parce qu'on a des chances majeures d'éviter plus les cancers avancés et de dépister moins les femmes qui ne vont jamais avoir de cancer du sein en clair ou qui ont un risque extrêmement faible. Philippe Desmarchelier, je suis au département de médecine générale de La Réunion. Alors j'ai 2 choses. D'abord, j'ai vu sur la carte qu'aucun département d'outre-mer n'était sur la liste des départements investigateurs. Je crois qu'il ne sera pas difficile de convaincre mes collègues de participer. Et deuxième chose, on a remarqué une corrélation entre la durée de l'allaitement et le risque du cancer du sein. Je suis surpris de ne pas voir ce critère qui est facile à mesurer dans le logiciel MammoRisc. Alors en fait, dans le logiciel MammoRisc, avec le score BCSC, si on ajoute l'âge des premières règles, l'âge à la première grossesse, la durée de l'allaitement et un certain nombre d'autres critères qu'on utilise d'habitude, on n'améliore pas du tout la prédiction. Ça ne fait pas mieux. En fait, le truc, c'est qu'en mettant la densité mammographique, on résume un peu l'histoire personnelle de la femme. Par contre, quand il y a une histoire familiale et qu'on utilise le Tyrer-Cuzick, on a ces items qui améliorent légèrement la prédiction. Donc en fait, on utilise... Je sais que c'est contre-intuitif. C'est une des choses contre-intuitives qui existent parce qu'on pendant des années, on vous a dit la durée de l'allaitement conditionne le risque de cancer du sein et tout. Et d'abord, les choses changent, c'est-à-dire les données qu'on a, elles sont récentes, alors que tout ce qu'on a comme données qui ont été construites pour, en particulier la durée de l'allaitement, l'âge de la grossesse, etc., sont des données extrêmement anciennes. Vous savez que ça a changé, qu'aujourd'hui, les femmes allaitent beaucoup moins et que l'âge moyen de la première grossesse est bien plus tardif. Donc globalement, ça a beaucoup moins de sens. Donc les données qu'on a là, elles sont récentes. Elles ont été développées dans les années 2000. Donc elles sont plus en lien avec la population telle qu'elle est actuellement. Et l'incidence a doublé en fait quand même en 20-25 ans. Donc je pense qu'elles sont assez pertinentes. Et encore une fois, on a fait dans la cohorte 3N, on a testé 70 paramètres différents. Et globalement, en ajoutant la durée d'allaitement, on ne change rien du tout à la prédiction même. Après, il y a un truc que vous pourriez dire aussi qui pourrait changer un peu la prédiction, c'est le BMI, l'indice de masse corporelle. Mais le problème de l'indice de masse corporelle, c'est qu'il a un effet complètement inverse avant et après la ménopause. C'est très dur de l'implémenter dans un score. Et on ne sait pas s'il faut utiliser le BMI maintenant ou celui qu'on avait 10 ans avant, etc. Donc globalement, on n'utilise que ce qui est vraiment démontré de façon très très formelle. Moi, j'ai juste un petit mot à vous dire. Après, bien sûr, on enchaîne avec les questions. Pour les volontaires qui veulent participer, n'hésitez pas à écrire à l'adresse recherche CNGE. On va colliger, bien sûr, les noms des investigateurs potentiels et on pourra, du coup, solliciter les structures de gestion qui sont proches de vous pour voir avec eux dans quelle mesure on peut faire marcher l'étude chez vous. En fait, à mon avis, il y a un rôle majeur parce que la France va être le seul pays à avoir des médecins généralistes dans cette étude. Les autres pays sont organisés totalement différemment. C'est un peu comme la vaccination obligatoire en France. Dans les autres pays, le dépistage du cancer du sein, c'est un centre qui vous envoie un rendez-vous. Et les femmes vont au rendez-vous, c'est le même centre qui fait tout. Les radiologues sont là, ils font le dépistage, ils renvoient les résultats un mois après. D'ailleurs, ils ne discutent pas du tout avec les femmes en temps normal, etc. Et les médecins généralistes sont totalement en dehors du système. En France, on est très très particulier dans le sens que la prévention repose en principe sur les médecins généralistes. Je pense qu'on a une super occasion par cette étude de démontrer que si notre taux de participation est bon, que notre compliance est meilleure, que la satisfaction des patientes, des femmes est bonne, que leur niveau de connaissance est bon. Je pense qu'on a un vrai enjeu de démontrer qu'en termes de santé publique, effectivement, cette décision partagée, cette information claire, elle apporte quelque chose. Dans quelque chose comme ça, on voit bien qu'on a absolument besoin d'un médecin qui vous informe sur qu'est-ce que c'est la génétique dans ce contexte, à quoi ça peut servir. Si on vous dit que vous avez un risque de 3%, ça ne veut pas dire que vous allez mourir demain d'un cancer. C'est quelque chose de très relatif, avec des messages plutôt positifs. Donc je pense que le lien médecin-patient dans cette circonstance, il est absolument crucial. Et
À mon avis, ça serait merveilleux d'avoir beaucoup de participants. Et pour les départements, ce n'est pas une liste qui est arrêtée, puisqu'actuellement, l'ACORD est en train d'interroger les coordonnateurs des centres de dépistage. Et il y a eu un léger flou, puisque les autorités de tutelle ont décidé que le dépistage allait devenir régional. Et donc, il y a beaucoup de médecins coordonnateurs qui sont assez désespérés. Alors, ce sont des gens, en général, ultra motivés, franchement, qui font un boulot extraordinaire. Un certain nombre étaient un petit peu désespérés, ne sachant pas trop comment les choses allaient évoluer demain. Mais il semble que pour ce type d'approche et pour la gestion départementale, ça ne change pas fondamentalement les choses. Donc globalement, il y en a a priori plus que ceux que j'ai cités qui vont avoir envie de participer. Et pour les dom-toms, j'ai bien reçu l'information. Bonjour, Bastien Houden de Lyon. J'ai une question concernant le score MAMO-risque, parce que dans les risques, il y a justement les antécédents familiaux de cancer du sein ou chez la fille, par exemple. Et en même temps, on sait que ces dépistages-là sont basés sur le dépistage actuel du cancer du sein, avec tous les surdiagnostics que ça prend en compte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un biais assez énorme de ce côté-là aussi ? En fait, ce que vous me dites, c'est qu'actuellement, tous nos chiffres sont faux parce qu'on fait du dépistage, donc notre incidence réelle est fausse. Et donc, tous les scores qu'on fait... D'abord, les scores qui ont été établis là sont uniquement sur les cancers infiltrants. Donc, une grande partie des surdiagnostics qui sont évoqués tout le temps sont des intracanalaires. Donc là, on a évité les intracanalaires parce qu'on pense que ça n'est pas pertinent et que prédire le risque d'intracanalaire... je ne dis pas que c'est rien intracanalaire, mais globalement, c'est une maladie assez locale et curable, donc ça n'a pas de sens. Donc beaucoup de surdiagnostics, on n'en parle jamais, mais sont des intracanalaires, au moins la moitié. Donc là, on ne prédit pas le risque d'intracanalaire. Et effectivement, dans le risque qu'on prédit, on doit du coup avoir à peu près 5% du risque prédit qui est du surdiagnostic. Mais on n'est pas capable d'identifier qui a du surdiagnostic. Et aujourd'hui, on voit tous devenir métastatiques j'ai vu encore cette semaine une femme développer des métastases d'un cancer du sein dont j'aurais pu dire facilement que c'était un surdiagnostic. Moi, personne n'est capable d'identifier qu'un cancer de 1 cm de grade 1 peut faire 10 ans après des métastases. Ça reste hallucinant. Il y a toujours 12 000 morts de cancer du sein par an. Je pense que le surdiagnostic existe, c'est incontournable, mais aujourd'hui, on n'est pas capable d'identifier quel est le surdiagnostic. Donc effectivement, pour l'instant, on est obligé d'utiliser ces données-là. Après, l'intérêt de cette étude, on le conçoit bien, c'est que ça va permettre d'avoir une cohorte européenne de 85 000 femmes pour lesquelles on aura des données réelles, récentes, non biaisées du risque de cancer du sein, en particulier dans le bras où on fera moins de dépistage chez les femmes à bas risque, parce qu'il n'y aura pas beaucoup moins de dépistage en général. On pourra observer les risques de cancer grave, et ça, c'est vraiment crucial. Évidemment, on pourra affiner les scores de risque à long terme, etc. Donc, bonjour, Julien Gély, maître de conférence à Paris Diderot. Merci beaucoup pour ces deux présentations. Je suis très content qu'on parle de la balance bénéfice-risque dans le cadre du dépistage du cancer du sein. Je suis très content que l'objectif annoncé, ça soit d'augmenter les bénéfices et d'essayer de diminuer les risques. A priori, on est tous d'accord pour aller dans ce sens-là. Je suis un peu étonné d'un point de vue méthodologique, je vois que ça vous fait déjà rire. Je suis un peu étonné d'un point de vue méthodologique que vous ayez choisi un essai de non-infériorité sur l'incidence dans le cadre d'un essai sur le dépistage. Je fais le pari ici que votre critère de jugement principal va être rempli. Ça serait difficile qu'il ne le soit pas. Donc c'est un bon moyen de le remplir avant même d'avoir mené l'étude. J'avais cru me souvenir que dans ces cas-là, on faisait plutôt des essais de supériorité sur la mortalité, certes spécifique, parce que total, ça prendrait des dizaines d'années, voire des dizaines et des dizaines d'années. Mais je suis assez surpris de ce choix-là, et je ne vois pas très bien ce que vous allez faire une fois que vous allez dire, effectivement, avec une marge de non-infériorité que je ne connais pas, mais on ne fait pas moins pire que ce qu'on fait actuellement. Or, ce qu'on fait actuellement, on n'est pas tout à fait sûr qu'on ait raison de le faire. Donc, franchement, je ne sais pas en quoi cet essai va répondre à la question que pas mal de gens ici se posent et en quoi ça va changer les recommandations au niveau européen ou en France. Il y a une chose dont vous parlez pas, ni dans la première présentation, ni dans la deuxième, c'est le risque de mastectomie. Personne n'est jamais d'accord sur les chiffres, mais a priori, pour les mastectomies, tout le monde est d'accord pour dire qu'elles n'ont pas diminué avec la mise en place du dépistage organisé. Elles ont augmenté de 10, voire de 30%, voire plus pour des résultats un petit peu plus
extrême. Je n'ai pas l'impression que vous regardiez ça dans votre essai. Et la dernière chose, c'est que vous parlez vous-même des cancers in situ. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que c'est pas une non-maladie, mais probablement c'est pas les cancers les plus graves, et on a raison de pas trop les prendre en compte dans les scores. Or, quand vous parlez des scores, nous, en tant que généralistes, on pose des questions à des patientes et on leur dit: est-ce que dans votre famille, il y a eu des cas de cancer du sein? Je doute que beaucoup de médecins généralistes dans cette salle demandent à leurs patientes: oui, mais à quel moment chez votre mère, à 52 ans, quand elle a eu un cancer, on lui a trouvé un cancer? Est-ce que c'était lors du dépistage organisé ou pas? Et si oui, je veux l'anapathe et je veux savoir si c'est un in situ ou pas. Ou alors, est-ce qu'elle l'a trouvé elle-même sous la douche, elle s'est inquiétée, elle est allée voir son médecin? Et ça, quand on calcule les scores, ça rentre forcément en ligne de compte. Enfin, j'en suis intimement persuadé. Donc voilà, pour ces trois choses-là, je trouve ça très très bien de faire de la recherche et d'essayer de répondre à un objectif louable qui est de favoriser les bénéfices et de diminuer les risques. Mais honnêtement, je ne vois pas en quoi cet essai, aussi important qu'il soit, va permettre de changer ça. Je ne comprends pas comment ça va changer ça. J'ai l'impression que quand vous exposez les choses, vous allez plutôt aller dans le sens de faire un peu plus et rarement moins. Alors vous allez essayer de convaincre ceux qui ont du mal à être convaincus qu'entre 40 et 50 ans, si on est à bas risque, il n'y a pas à faire de mammographie. Je pense qu'on est pas mal à être convaincus. Par contre, à partir de 50 ans, vous allez plutôt avoir tendance à rajouter une IRM, rajouter une échographie. Et là, je vois pas, vraiment, je vois pas, mais expliquez-moi, comment vous allez augmenter les bénéfices à un tel point que ça va faire diminuer les risques en regard. Je ne comprends pas comment c'est possible. En multipliant les examens, en faisant 2 fois plus de mammographie, en la faisant tous les ans au lieu de tous les 2 ans, comment vous allez diminuer les risques? Je ne comprends pas. Merci de ce long exposé. Alors, premièrement, il y a beaucoup de questions. J'aurais dû noter toutes les questions qui sont dans votre talk. La non-infériorité en premier, ça a été extrêmement discuté. Il y a un groupe d'experts de 70 personnes qui sont des experts européens sur le sujet, avec des gens un petit peu de tous les bords, des plutôt pour, des plutôt contre, des épidémiologistes, des radiologues, tout le monde, et des méthodologistes de très haut niveau. Et évidemment, ça aurait été beaucoup plus simple de faire une étude de supériorité, parce qu'on a besoin de beaucoup moins de femmes. C'est infiniment plus simple de faire une supériorité. C'est très difficile de faire une étude de non-infériorité, parce qu'il faut s'assurer d'avoir une bonne compliance dans les 2 bras, parce qu'il faut évaluer la compliance. Et quand on fait une étude de non-infériorité, on est obligé d'évaluer à la fin uniquement les femmes qui ont été compliantes à ce qui était prévu dans chaque bras. Et malgré le fait que ça soit beaucoup plus difficile de faire une étude de non-infériorité, tout le monde a été d'accord sur le fait que c'était nécessaire de faire une étude de non-infériorité, car on ne peut pas faire prendre de risques aux femmes en développant ce type d'approche basée sur le risque. Aujourd'hui, donc mes bornes de non-infériorité sont 5% de perte de chance versus 20% pour la borne supérieure d'amélioration. C'était votre question. Donc, ce sont des bornes relativement larges. Clairement, on s'est écrit dès le départ que si on avait uniquement une non-infériorité, on ne considérerait en aucun cas que cette approche améliore quelque chose. Ce qu'on veut, c'est avoir une supériorité. Mais parce qu'on veut protéger les personnes qui vont rentrer dans l'étude, parce qu'on veut protéger la santé publique et protéger les acquis qui existent. Et on ne veut pas, comme je le disais, démonter X années d'essais cliniques qui ont démontré quelque chose en termes de dépistage. Une non-infériorité s'est avérée nécessaire. Et ce n'était pas quelque chose qui était plus simple, c'est quelque chose qui était bien plus difficile à faire, encore une fois. Alors, pour les autres questions, en fait, j'avais une diapo cachée que je peux peut-être vous montrer. Je n'ai jamais dit que j'allais faire plus de dépistage chez toutes les femmes de plus de 50 et que ça serait simple entre 40 et 50 de savoir qui est à risque ou pas. Justement, entre 40 et 50, il y a un vrai enjeu puisque le bénéfice individuel est vraiment très très limite. Avec les mêmes données, certains pays considèrent qu'il faut dépister, d'autres pays considèrent qu'il ne faut pas dépister. Et c'est là où l'enjeu est majeur et c'est là où on peut éviter des mammographies inutiles chez beaucoup de femmes et les faire chez celles qui en ont besoin. Au contraire, chez les femmes de plus de 50 ans, c'est vrai qu'au-delà de 65, il y a peu de femmes qui vont être en catégorie de bas risque. Mais si finalement les femmes ne font des mammographies que pendant 5 à 6 ans, entre 65 et 71 ans, c'est peut-être quelque chose de plus pertinent que de faire je ne sais pas combien de mammographies toute leur vie telle que c'est actuellement. Donc on a de la désescalade aussi chez les femmes après 50 ans. On a
un peu d'escalade également, c'est vrai qu'il y a de l'escalade. Et globalement, en fait, il y a énormément de données pour montrer que chez des femmes à plus haut risque, rapprocher les dépistages avec des mammographies tous les ans, éventuellement des IRM, mais encore une fois, il y aura très très peu d'IRM, améliore considérablement le taux de dépistage de cancer avancé. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est pas dépister plus de cancers, on n'en a rien à faire. Ce qu'on veut, c'est dépister plus de cancers graves dont les personnes vont mourir. Et donc le stade 2 et plus est un surrogate, un marqueur intermédiaire qui est parfaitement reconnu de mortalité et donc qui est très très pertinent à cette étude. Et la dernière chose, c'était oui sur les mastectomies. Alors on ne peut pas non plus tout faire dans une étude, on ne peut pas non plus prédire la chimiothérapie, on ne peut pas prédire non plus s'il va pleuvoir la semaine prochaine, ni si les femmes auront un accident de voiture. Je suis désolée, j'exagère un peu, mais le taux de mastectomie, il n'est pas dépendant que du dépistage et du stade. Il est dépendant des pratiques locales, il est dépendant de la demande de la femme. Je rappelle qu'actuellement, il y a énormément de femmes qui demandent des mastectomies, même bilatérales, alors qu'elles ont un petit cancer. Et ça, c'est un truc qui nous échappe complètement. Et que globalement, effectivement, en diminuant les stades 2 et plus, normalement, on doit diminuer les mastectomies. Donc on ne l'a pas mis là, enfin je ne l'ai pas mis dans la liste, mais c'est un des objectifs exploratoires. On veut aussi diminuer le taux de chimiothérapie. Enfin, on veut montrer qu'effectivement, on va faire moins de chimiothérapie, mais la chimiothérapie, elle est très dépendante des pratiques et des évolutions, et pas forcément uniquement du dépistage. C'est un vrai problème. Donc la mastectomie ne peut en aucun cas être un objectif principal ou très précoce d'une étude comme ça, parce qu'elle est beaucoup trop liée à des choses qui ne sont pas du tout contrôlables par un simple dépistage, ça c'est clair. Donc je comprends très bien, je pense que vous avez raison de poser cette question de mastectomie. Il ne faut pas oublier que les taux élevés de mastectomie ne sont pas liés qu'au dépistage et sont beaucoup liés à des pratiques très différentes et parfois liées à la demande des femmes. Et enfin, les données qu'on a sur l'incidence de mastectomie, si vous faites référence au papier qui vient d'être publié, je pense qu'il est hautement critiquable et c'est un papier PMSI. Je ne pense pas que ça puisse être un papier recevable aujourd'hui. Il inclut en particulier les mastectomies pour rechute locale, ce qui est quand même un vrai problème. Et il y a beaucoup d'autres critiques qui peuvent être faites sur ce papier. Aujourd'hui, en France, le grand problème, c'est qu'on n'est pas trop capable de donner des détails corrects épidémiologiques, ni des stades de diagnostic des cancers, enfin c'est un petit peu quand même avec Santé publique France, mais ni des traitements. On ne sait pas combien de femmes ont de la chimio en France, on ne sait pas combien ont une mastectomie. Mais par exemple, on a une cohorte nationale en cours qui inclut 12 000 femmes, et les taux de mastectomie actuellement dans cette cohorte, par exemple, alors vous allez me dire c'est peut-être des centres d'excellence ou je ne sais pas, mais ce sont des taux très faibles de l'ordre de 30% qui sont très inférieurs à ce qu'ils étaient antérieurement. Donc globalement, nous, du point de vue du clinicien et du point de vue d'un certain nombre de données internationales, on voit les taux de mastectomie qui baissent, sauf que dans les dernières années, aux États-Unis en particulier, c'est eux qui ont commencé, les mastectomies remontent à cause de la demande des femmes sur le fantasme de guérir de tout et de ne jamais avoir d'autres cancers, sur Angelina Jolie, etc. J'ai répondu au moins aussi longtemps que la question. Désolée. Oui, je suis très intéressé donc par votre étude, vous l'avez compris. Et donc vous avez dit que pour les rappels des mammographies, ça va être un peu plus complexe parce qu'actuellement c'est tous les 2 ans, de 50 à 74 ans, enfin, selon les départements. Là, ça va être tous les 2 ou 3 ans, ou peut-être plus ou moins. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Donc les rappels, j'ai cru comprendre que vous allez le faire en invitant les femmes directement, par un courrier aux femmes. Donc on sait que c'est limite. Il y a pas mal de femmes qui reçoivent leur invitation et qui ne font pas les mammographies derrière. C'est peut-être prévu, mais sinon je vous suggère peut-être d'envoyer un rappel aux médecins traitants. On reçoit des courriers par ApiCrypt actuellement pour les résultats de mammographie. Ça peut se faire. Ça nous permettrait de nous y retrouver dans les dossiers, savoir quand est-ce qu'il faut faire la prochaine mammographie. Et Marie-Ève et Émilie me l'ont déjà dit 12 fois, effectivement. Elles sont totalement d'accord avec vous. Alors ce qui est prévu, c'est un courrier, surtout SMS, des rappels et envoi aux médecins traitants, effectivement, pour la France. Parce que, encore une fois, pour les autres pays, c'est un peu différent. Mais ouais, je pense que ça va être absolument crucial que le médecin reste en connexion. Ça va être vraiment très, très important. Bonjour, merci de votre présentation. Cédric Rat, Nantes. J'avais, on va dire, 2 questions. La première qui est une préoccupation. Alors, vous nous sollicitez pour faire des inclusions.
pour inciter nos patients à participer à l'essai. La philosophie de l'essai, je rejoins ce que beaucoup ont dit ici, l'idée de faire un dépistage mieux personnalisé au risque, je pense, emportera facilement l'adhésion de l'ensemble de la communauté. Après, au moment de mettre en œuvre et en pratique, je me pose la question des informations qui seront apportées aux patientes. Et pour dire concrètement, moi je me mets en situation d'investigateur. Je travaille en Loire-Atlantique où la participation n'est pas particulièrement mauvaise pour le dépistage du cancer du sein. Aujourd'hui, je ne doute pas que l'essentiel des médecins dont les patientes participent ne leur apportent que peu d'informations au moment où elles participent. Au moment où on va présenter donc une recherche, donc il y aura une information plus aboutie, il y aura une information sur le niveau de risque. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'idée qu'un risque considéré pour nous, scientifiques, médecins, comme élevé, soit perçu en fait comme très bas par les patientes? Je veux dire, un risque à 4 pour 1000 aujourd'hui, une patiente, on lui dit que si elle ne fait pas son dépistage, c'est sûrement un problème, mais peut-être elle-même, concrètement, à partir du moment où on informe plus, est-ce qu'on ne risque pas une forme de démobilisation du coup plus large sur le dépistage, ce qui ne vous rendrait pas service dans le cadre de l'étude, du simple fait qu'on informe les patientes du coup sur leurs risques, très simplement. Ma deuxième question, elle touche un peu à la première, au moment, et du coup elle concerne peut-être aussi d'autres, les membres du CNGE qui sont à la table avec vous, le World Package 5, sur justement l'information, etc. Au-delà d'être des investigateurs, je veux dire, le partenaire CNGE est là pour favoriser les inclusions. Est-ce que du coup il y a un travail collaboratif et scientifique qui peut se faire autour du World Package 5? Merci beaucoup, merci de votre intérêt. Je vois que ça suscite beaucoup de questions, effectivement. Donc la première question, pour le World Package 5, il y a un absolu travail scientifique. Alors, en fait, cette étude, elle est financée par l'Union européenne. C'est un des gros financements. On était parmi les 6 projets retenus sur 200 qui n'étaient pas du tout sur le dépistage, c'était sur toutes pathologies confondues, sur les thématiques qui vont changer la santé publique dans les années à venir. Juste pour information, juste pour vous dire, moi ça m'a choqué quand je suis allée à la première réunion des coordonnateurs de projets. En fait, sur les 6 projets, les 5 autres sont des projets qui concernent des maladies chroniques très avancées, pour lesquelles dans 3 cas sur les 5 se posait la problématique de la capacité du patient à donner son consentement éclairé parce qu'on était sur des AVC massifs et des arrêts cardiaques. Et donc on était le seul projet qui essayait de changer la prévention. Et je pense que c'est quelque chose d'absolument important de changer la prévention. Mais on voit bien qu'on touche tous du doigt le fait que c'est hyper difficile. Et le hyper difficile, c'est avant tout sur la communication. Et je pense que vos retours sont extrêmement importants. Tous les retours que vous pourrez faire sur ce qu'on enverra comme matériel, sur les formulaires d'information et consentement des femmes, qui sont quand même un truc qui va être très très touchy, sur quoi on informe, etc., vont être extrêmement importants. Et déjà, on ne peut pas construire seul. Alors, il y a énormément d'experts, comme on a dit. Dans les experts, il y a des éthiciens, des sociologues, des psychologues, etc. Mais je pense qu'avoir des médecins plus de terrain, c'est extrêmement important parce que les experts sont quand même souvent un peu loin du terrain et se trompent parfois lourdement. Donc, oui, c'est ouvert à un projet de recherche. Oui, ça va générer beaucoup de données auxquelles tous les médecins investigateurs de cette étude pourraient s'associer pour poser des questions, pour entrer dans des groupes de travail, etc. Je pense que ça, c'est absolument crucial que ça soit quelque chose de collaboratif et que les gens ne soient pas juste là pour entrer des patients dans une étude. Entrer des patients dans une étude, c'est une chose. Porter ensemble une thématique, c'en est une autre. Et je pense qu'en fait, si jamais cette étude avait la chance d'être positive par le plus grand des hasards, j'espère bien, ce qui va être crucial, c'est que les médecins qui ont participé les porter et soient capables ensuite de porter la parole autour sur comment on a fait pour que ça réussisse, comment on a fait pour que les femmes ne reçoivent pas leur annonce de risque de façon inadéquate ou dramatique, etc. Donc il y a des choses qui
vont sortir de cette étude qui seront absolument cruciales. La première question que vous aviez posée, c'était concernant l'impact que peut avoir cette annonce de risque. Donc c'est ce qu'on a essayé de préévaluer dans l'étude qu'on a faite. Vous avez vu, c'est sur seulement un peu moins de 500 femmes, c'est pas grand-chose. Mais ce qu'on a préévalué pour l'instant, et encore une fois, elles sont biaisées, mais dans l'étude, elles seront biaisées aussi, parce que c'est celles que vous choisirez d'inclure, par exemple. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que globalement, effectivement, les femmes s'évaluent à trop haut risque ou s'évaluent très très mal, et on est capable de leur délivrer une information qui évalue un peu mieux leur risque, mais que quand même, ça n'influence pas de façon majeure la perception qu'elles ont du risque. C'est bien et c'est mal, parce qu'on ne sait pas quel va être leur comportement ultérieurement. Ce qu'on sait aussi de toute la littérature, et c'est là où c'est un petit peu étonnant la façon dont l'INCa a traité le problème en envoyant les livrets d'information, c'est que plus on informe les personnes sur le rapport bénéfice-risque, les bénéfices et les risques de toute intervention médicale, moins ils font l'intervention. Là, il y a plein de papiers là-dessus. Et sur le dépistage, il y avait un super papier de Lancet il y a 2 ans qui montrait, que, dans une étude randomisée aussi, qu'en informant plus les femmes, elles savaient plus de choses, c'était super, elles étaient plus capables de faire de la décision partagée, mais elles faisaient moins de dépistage, ça c'est clair. Donc effectivement, ça c'est un risque. Et donc, dans cette étude, ce qui va être très important, c'est de développer des outils de communication qui soient capables de pallier à ça. Et par ailleurs, tout le World Package 5 vise à évaluer quel est l'impact socio-psychologique. Si effectivement les gens à qui on annonce un haut risque, finalement, se mettent à ne pas faire de dépistage et se mettent à fumer ou à boire, que sais-je encore, ce qui serait complètement délirant et inadéquat. Si à l'opposé, les gens à qui on annonce un risque relativement faible, mais quand même qui théoriquement nécessiterait une mammographie, ne font vraiment plus rien. Et donc c'est pour ça que cette étude a un sens majeur, c'est-à-dire que peut-être qu'en théorie, c'est clair, en théorie, un dépistage stratifié sur le risque, ça peut être mieux. En pratique, les comportements des gens ne sont jamais exactement ce qu'on attend, donc il faut vraiment qu'on voit si les comportements sont adéquats. Et on sait qu'en informant plus, on fait moins bien. Donc à nous d'inventer des moyens d'informer plus, mais en même temps de proposer quelque chose de plus sexy. C'est ça la solution peut-être du problème qui est proposé là, c'est un truc qui soit plus sexy, plus personnalisé, plus individuel, qui colle mieux aux demandes des personnes actuellement. La demande actuellement, c'est de ne pas être un mouton dans un champ à qui on fait des mammographies tous les 2 ans sans discrimination pendant des années, alors que la plupart des femmes n'auront jamais de cancer. La demande aujourd'hui de toutes les personnes, c'est d'avoir une santé personnalisée, que leurs médecins prennent en compte leurs données individuelles pour proposer des choses qui soient adaptées. Donc je pense que, et ça c'est probablement un objet qui est beaucoup plus sexy pour les femmes aujourd'hui, plus attirant en tout cas. On espère bien. Et juste pour compléter, effectivement, sur le WP5, le CNGE est un partenaire important sur la communication et l'information, notamment pour les professionnels de santé. C'est le WP, une partie du WP, c'est le 6, et qui nous a été confié, sur lequel on a déjà commencé à travailler pour répondre à l'appel, mais sur lequel on a beaucoup de choses à faire et pour lequel aussi la communauté scientifique doit se concerter au niveau national français, mais aussi au niveau international avec les partenaires. Donc il est question que ce WP soit un des WP prioritaires à développer dans les mois qui viennent et pour lesquels, bien sûr, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à construire et à co-construire des documents qui seront soumis à la majorité d'entre vous pour avoir les outils les plus pertinents pour les professionnels de santé de façon large et pour les patients et pour les médias. Enfin, il y a toute une partie de la communication qui dépasse le contexte médical que l'on connaît bien. Bonjour. Merci de votre réponse. Simplement pour... vous nous confirmez que vous avez la même appréhension que nous, que les gens participeraient moins en étant mieux informés. Vous nous dites que ce serait un travers de l'étude. Peut-être faut-il travailler pour que ce ne soit pas un travers de l'étude, mais un biais considéré comme tel, pas forcément négatif, que les gens participent moins après avoir été informés. Absolument. Tout à fait. Bonjour, Gilles Reynaud de Vienne, médecin généraliste. Merci pour la pertinence du dépistage par le risque, mais j'ai 2 questions malgré tout, peut-être par le fait de mon âge. Quelle est la place actuelle maintenant que vous estimez pour le dépistage manuel, tout simplement,
qui existait avant le dépistage par la mammographie. Et ma deuxième question, c'est l'échographie n'étant pas menaçante au niveau des rayons, et hormis l'hyperdensité mammaire, est-ce que l'échographie a une place peut-être chez le généraliste qui commence à faire de l'échographie pour le dépistage? Merci pour les questions. J'ai souri quand vous avez parlé de palpation parce qu'en fait, c'est une question qu'on a posée. Et dans le dépistage en France, il y a de la palpation. Il y a du dépistage, ce que vous appelez dépistage manuel. C'est l'autopalpation ou la palpation par le médecin? Vous parlez du médecin, je pense. Hein. D'accord. Et donc, en fait, il s'est avéré qu'en France, on était le seul pays au monde, moi je ne le savais pas, à avoir intégré la palpation dans le cadre de... L'apprentissage à la patiente de la palpation, bien sûr, et puis la palpation par le médecin lui-même aussi. Pourquoi je pose cette question? C'est que bon, je n'ai pas une cohorte de patients énorme, puisque le médecin généraliste dans un coin n'est pas une grosse cohorte, mais dans l'expérience de 28 ans d'exercice, eh bien, j'ai eu la possibilité de dépister manuellement des choses qui n'étaient pas vues à la mammographie 3 mois avant. Et j'ai eu aussi l'inverse sur les tout petits cancers. Mais sachant que aussi l'échographie est pertinente, si on le fait correctement en radiaire, je voulais savoir si ça pouvait avoir une place dans le futur, puisque ce n'est pas, il n'y a pas de rayon, et en plus c'est un examen qui n'est pas très très difficile et assez rapide. En fait, sur l'autopalpation, toutes les études qui ont été menées sont négatives, c'est-à-dire que ça ne diminue pas la mortalité spécifique. Donc actuellement, globalement, on ne peut pas recommander dans une étude l'autopalpation par les femmes, mais néanmoins, c'est complètement libre. Pour la palpation médicale, là aussi, on n'a aucune étude qui démontre quoi que ce soit. Et donc, en France, on est les seuls à l'avoir intégrée. Les autres pays ont radicalement refusé de mettre de la palpation clinique dans cette étude, parce qu'ils ne le font pas, et parce qu'ils considèrent qu'il n'y a absolument aucune donnée. Globalement, nous en France, les recommandations resteront ce qu'elles sont, c'est-à-dire il y a de la palpation médicale telle qu'elle est prévue en standard, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette étude, elle ne peut pas poser la question de la palpation. Actuellement, dans les cancers, dans les diagnostics de cancer du sein en France, on est à 3-4% qui sont dépistés par palpation médicale. On est autour de 20% qui sont dépistés par autopalpation quand même, c'est beaucoup, en particulier chez les femmes jeunes, et 70% qui sont dépistés par l'imagerie, et le reste qui est du symptôme. Pour ce qui concerne l'échographie, là c'est plus clair. Toutes les études d'échographie en tant qu'outil princeps de dépistage sont négatives. L'échographie, c'est des taux de faux positifs énormes. Des taux de biopsie absolument énormes. L'échographie seule, c'est très mauvais. Donc là, aujourd'hui, personne ne peut recommander de faire de l'échographie seule en dépistage princeps. C'est pas possible. Par contre, en cas d'anomalie palpée, évidemment, si vous faites une écho pour vérifier que c'est un kyste, là, c'est cool. Je pense que c'est bien. Donc l'écho, c'est un excellent examen de diagnostic complémentaire de la mammo. C'est pour ça qu'il est inséré en plus de la mammographie, en systématique dans les seins denses en dépistage, évidemment pour reclasser à CR2 s'il y a une anomalie d'allure bénigne. La palpation étant effectivement la possibilité de trouver quelque chose, l'échographie étant la possibilité d'ajouter une expérience sur la possibilité du risque, et bien sûr couplée à la mammographie dans un troisième temps qui serait le vrai dépistage. Et c'est pour apporter un plus à l'idée du dépistage par le risque. Voilà. Oui, merci Philippe Castera de Bordeaux. Est-ce qu'on a une idée du poids respectif du questionnaire et du dépistage génétique pour quantifier le risque? D'accord, oui, je comprends la question. Oui, absolument. Les polymorphismes représentent à peu près 25 à 30% du poids du risque. À peu près. C'est-à-dire, il y a un reclassement dans 25% des cas à peu près, 25 à 30. Oui. D'accord, merci beaucoup. Mais c'est un petit peu évolutif. Le problème, c'est que on se mettra d'accord sur le score finalement utilisé à peu près au mois de juin. Parce que là, il y a eu des publications récentes et il y a une augmentation assez importante récente des polymorphismes qui ont été découverts. Après, on ne peut pas utiliser des polymorphismes qui viennent d'être découverts parce qu'il faut qu'on soit sûr
de la balance, de la calibration en population générale, etc. Donc on sera sûrement autour de 120 polymorphismes au final, et on devrait être à peu près à 25% même.